ZFE, une bombe à retardement social à 3 lettres. 3 lettres qui vous empêcheront peut-être de circuler demain. Vos petits-enfants, vos proches, vos amis. Vous qui pensez peut-être que la zone à faible émission ne vous concerne pas. Au 1er janvier 2025, vous ne pourrez peut-être plus rouler. Cette zone à faible émission, on vous la présente comme des interdictions de circuler pour des voitures. Non. Derrière le volant, il y a des vies. Toute la vérité sur les zones à faible émission, je vous propose de la découvrir. Ici. On n'a pas les moyens. Réellement mise en place tel que c'est prévu, là, ça ne sera pas les gilets jaunes, là, ça sera la révolution. Pourquoi je suis contre la ZFE? Il n'y a pas un argument valable. Donc moi je suis micro-entrepreneur en plomberie, je fais comment pour transporter un cumulus de 200 litres sur un vélo? Est-ce que c'est vraiment très écologique de pousser à l'obsolescence programmée des millions de voitures? Bientôt, Strasbourg ou toutes les villes sera plus que réservé le centre-ville à l'élite. Mais comment je fais concrètement? Une marche arrière? Quand vous êtes arrivé, que vous roulez sur la route et que le panneau ZFE arrive, vous n'avez même pas le droit de faire demi-tour. Il fallait absolument rouler tous en diesel, et aujourd'hui maintenant c'est la bête noire le diesel. Ah, je comprends pas. Un impact social dont personne ne parle. Mais si personne n'en parle, c'est peut-être tout simplement que personne ne sait ce que c'est. Cette bestiole à 3 lettres, cette ZFE. Qu'est-ce que c'est une ZFE? La loi climat et résilience a déterminé un agenda. Toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants auront l'obligation de les mettre en place avant le 31 décembre 2024. C'est pas uniquement les centres-villes, parce que souvent on entend parler des centres-villes. Non, non, là c'est dans les métropoles. Par exemple, si je prends la capitale, c'est à l'intérieur de la 86. Donc c'est beaucoup plus important que dans les centres-villes. Certaines métropoles ont déjà éliminé des vignettes critères, qui n'étaient pas encore dans la loi, donc anticiper cette loi-là. Mais de toute façon, avant le 31 décembre 2024, ils doivent éliminer les vignettes 3, 4 et 5 et antérieures. Au niveau national, c'est 48% du parc roulant qui ne pourrait plus rouler. Donc c'est presque la moitié du parc roulant. Je pense qu'énormément de Français aujourd'hui en ont vaguement entendu parler, mais ne se doutent pas une seconde que ça puisse les concerner. Quand on parle de ZFE, déjà les gens ne savent pas ce que c'est. Il n'y a déjà pas eu de communication suffisante, on va dire en amont, pour que les gens se sentent concernés. Et quand on leur explique dans le fond réellement ce que c'est, bien effectivement les gens tombent des nues et se disent mais ça me concerne. Quand je dis ZFE, mais c'est quoi ZFE? Je dis zone. Alors quand je traduis, même là ils n'ont pas compris. Et j'ai eu pas plus tard que ce matin ma tante au téléphone. Et là je me suis un peu fâchée, mais c'était pas bien méchant. Alors je lui ai expliqué, elle me dit ah oui, bon elle était vaguement au courant. Alors elle me dit ah oui mais moi je suis pas concernée. Ah je lui dis mais quand tu viens en ville tu vas rendre visite à maman, donc sa sœur, ma mère. Je lui dis mais tu viens comment? En trottinette? Ah bah c'est là qu'elle a. Alors là ça a impacté. Déjà les gens, la ZFE ils savent pas ce que c'est. Bon, premièrement. Deuxièmement, quand je leur explique qu'est-ce que c'est qu'une ZFE, et quand je leur parle de 40 millions d'automobilistes, je dis, allez voir, machin, etc., ils reviennent me voir, ils me disent, mais non, c'est pas possible, ils ne vont pas faire ça. Et pour cette enquête, nous sommes aussi allés à la rencontre d'élus qui ont accepté de nous recevoir. C'est vrai que personne n'est trop au courant, et quand on est au courant, on s'inquiète, et là on sent vraiment l'inquiétude monter, puisque beaucoup d'habitants de Frontignan ou même des villages entre Montpellier et Frontignan travaillent à Montpellier. Donc du coup, même si on n'est pas concerné directement quand on habite à Frontignan pour le moment, on l'est au quotidien puisqu'on va faire nos courses à Montpellier ou est-ce qu'on va travailler sur Montpellier. Donc, vous allez interroger les Villeveracoises et les Villeveracois, ils vont vous dire c'est quoi, on ne sait pas ce que c'est. Uniquement certains qui travaillent sur Montpellier vont dire ouais, on en a entendu parler, il faut qu'on prenne une vignette, mais on ne sait pas, ils vont le reporter peut-être. On a plus de 50% des gens qui habitent le village qui ont des voitures qui sont interdites pour la zone la ZFE de Reims. Les gens n'ont pas pris conscience, même les élus n'ont pas pris conscience de l'impact sur la population, parce que ça veut dire un impact financier non négligeable. Un impact social, une communication zéro, personne ne sait ce qu'est une zone à faible émission.
un argument, la planète, l'écologie. Mais au final, on passe tous au contrôle technique, on passe tous un contrôle anti-pollution. Ah bah nous concrètement, donc on a 2 voitures dans notre foyer avec mon conjoint, puisqu'on n'a pas d'enfants, on est tous les 2, chacun sa voiture. Très important pour nous, puisque du coup, en plus il a des horaires, il travaille en 2/8. On a tous les 2 des 206, critère 4. Lui, elle est de 2004 et moi de 2001. Elle passe très bien les contrôles techniques, y compris les contrôles pollution. Voilà. Donc, parce que nous on entretient nos voitures, hein, on fait ce qu'il faut, donc ce ne sont pas des poubelles. Alors pour moi, il y a une évidence, c'est que aujourd'hui, et d'ailleurs c'est pour ça que les gens ne comprennent pas d'ailleurs, le critère de pollution, il est contrôlé lors du contrôle technique, qui est d'ailleurs un organisme officiel d'État. Donc c'est une délégation de l'État, le contrôle technique. Donc les gens ne peuvent pas comprendre comment ils peuvent passer le contrôle technique sur la pollution, qui a été, je rappelle, renforcé quand même en 2019, donc c'est quand même récent. Et malgré ça, effectivement, on ne tient pas compte en fait du contrôle technique pour les zones de faible émission. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Alors moi, ma voiture, c'est une Golf 4 qui est très bien entretenue. Je tiens à le préciser parce que ça c'est important. Donc contrôle technique, elle est sortie vierge, il n'y a rien. Ma voiture, elle a toujours été très bien entretenue. Je me vois pas me débarrasser de ma voiture. J'ai acquis la voiture de mon père, hein, qu'il avait acheté neuve, une Mercedes, une vieille Mercedes qui date avant 2000, 1999. Et cette Mercedes a toujours très peu de kilomètres. Elle est en bon état, toujours bien entretenue régulièrement. Elle fonctionne bien, consomme peu, a toujours été suivie au garage comme il se doit. Et je ne roule pas beaucoup puisque je suis en retraite et je vais être obligée de la changer. Je ne sais pas, d'abord je ne vois pas l'utilité et puis j'en suis vraiment désespérée. Nos voitures effectivement franchissent cette barrière de contrôle technique qui devrait nous autoriser effectivement à prendre la route. Elle est vraiment dans un état impeccable, vraiment à la fois intérieur-extérieur, je l'entretiens et même mes petits-enfants me disent surtout ne change pas, garde ta voiture, même mes petits-enfants, donc c'est quand même assez agréable à entendre. Elle a quel âge à peu près cette voiture? Elle a 22 ans. C'est-à-dire que dans quelques années, elle deviendrait... pourrait passer véhicule de collection. Et là, elle aura le droit de rouler. Et là, elle aura le droit de rouler à nouveau, c'est ça. C'est les incohérences c'est complètement incohérent. On est dans la fameuse voiture. Une des deux, oui. Elle est nickel. Oui, autant que possible. C'est la première chose que je me suis dit en montant. Alors, 1, elle est propre. 2, extérieure, on ira regarder. Elle est impeccable. Est-ce qu'elle mérite d'être à la casse, cette voiture? Pas du tout. Elle peut encore, elle a même pas 150 000 bornes. Donc, je veux dire, ok, elle a 12 ans, mais enfin bon, elle n'a pas non plus le nombre de kilomètres qu'on attendrait d'une voiture qui a 12 ans, et elle peut encore rouler, elle peut encore faire des kilomètres, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment du gaspillage. Ça semblait surréaliste, et ça s'est fait... c'est par votre association que j'en ai entendu parler. On s'est rendu compte que mon épouse et moi, qu'on allait être impactés. Les deux voitures? Les deux voitures, tout à fait. Est-ce que c'est vraiment très écologique de pousser à l'obsolescence programmée des millions de voitures? Enfin, je veux dire, je trouve ça complètement fou. À la base, nos voitures passent quand même déjà un contrôle pollution. Contrôle technique, ouais. Donc, On a des véhicules qui sont en critère 3 ou 4, qui sont bien entretenus, qui passent le contrôle technique, mais par contre, ils ont pris la bonne vignette critère et ne rentrent pas dans les zones de faible émission. Donc, comment peut-on, déjà, en tant que professionnel, déjà, on a du mal à le comprendre. Alors, un particulier, évidemment, comment peut-il le comprendre? C'est pas possible. J'ai mon contrôle technique qui est officiel, qui est une délégation de l'État. J'ai mon contrôle technique, je peux rentrer parce que mon véhicule a été bien entretenu. Il passe le contrôle technique. Il ne passe pas dans les zones de faible émission, pour une histoire de sortie de véhicule et de date de véhicule et de typologie de véhicule de motorisation. C'est socialement injuste parce que les populations les plus aisées, elles, ont des véhicules qui par ailleurs polluent sans doute plus sur d'autres types d'émissions, mais sont éligibles à la ZFE. Alors la vignette critère, aujourd'hui effectivement, c'est plutôt
un critère d'ancienneté et de typologie de motorisation, essence, diesel ou électrique ou hydrogène, mais rien à voir véritablement avec la pollution du véhicule. Alors que des véhicules un peu anciens qui ont tous les contrôles techniques OK ne passent pas à la ZFE. Qu'on tienne compte du contrôle technique pour l'entrée ou pas dans les zones de faible émission. Ça serait beaucoup plus logique. Magnifique 306, malheureusement critère 5, contrôle technique qui est passé. Voiture aujourd'hui qui ne peut plus rentrer nulle part dans les grandes agglomérations. C'est ma première voiture. Bah, son problème, c'est que malheureusement, le gouvernement ne veut plus d'elle dans les villes. Alors que malheureusement, c'est une voiture qui est entretenue, qui est propre, qui fonctionne parfaitement, mais qui pour l'État n'est plus acceptable. On a oublié une chose, c'est qu'il y a des constructeurs qui ont équipé des filtres à particules bien avant l'obligation de la norme Euro 5, c'est-à-dire déjà dès les années 2000, notamment des constructeurs français comme Peugeot par exemple. Ce qui veut dire que très concrètement, aujourd'hui, on a des vignettes critères 3, voire même des vignettes critères 4, qui ont été déjà équipées de filtres à particules, sauf qu'on n'en tient pas compte dans le système des vignettes critères, parce que dans le système des vignettes critères, on ne prend que l'obligation de la norme, c'est-à-dire norme Euro 5, à partir de 2011. Il y a 15 ans, on vendait du diesel parce que c'était, il fallait absolument rouler tous en diesel. Et aujourd'hui, maintenant, c'est la bête noire, le diesel. Alors, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce gouvernement pour qu'il y ait un tel revirement de situation? Je trouve ça aberrant. Et ça, c'est très franco-français. On a eu le Grenelle de l'environnement. On a subventionné, on a favorisé l'achat des véhicules diesel à ce moment-là. Parce qu'à l'époque, le critère, c'était le taux de CO2. Donc on sait qu'un diesel par rapport à un essence consomme 20 à 25% de moins qu'un essence, donc fait moins de CO2. Et c'était le critère de l'époque. Donc on a incité les Français à acheter des véhicules diesel à ce moment-là. Et aujourd'hui, on va les punir d'avoir acheté un véhicule diesel. Donc c'est quand même insupportable. Ou bien il y a une autre solution, il suffit de changer de voiture. Facile, finalement. 20 millions de véhicules à changer en 1 an et demi. Bah, changer de voiture, c'est pas compliqué. Le tout, c'est d'avoir l'argent pour pouvoir le faire. Les gens aujourd'hui, notamment dans la période que l'on vit, qui est une période inflationniste, les gens ont déjà suffisamment de mal à vivre. C'est pas dans cette période-là qu'on va pouvoir demander aux gens de changer de véhicule. La moitié des Français sont touchés par les ZFE. Avec un coup de baguette magique, il faut donc pour que la moitié des Français changent leur voiture. Jouable ou pas? Absolument pas jouable. C'est inimaginable. C'est absolument inimaginable. Aujourd'hui, nous, si on veut un équivalent, si on veut une 208, puisque ça serait l'équivalent des 206, on arrive sur des 8 000 € minimum, en occasion. Et on est à plus de 100 000 km. C'est pour des... enfin, aujourd'hui, donc avec mes 3 000 €. Et il vous en faut deux. Et il nous en faut deux. Donc 8 et 8, 16. Voilà. 16 000 €. Moins 3 000. Mon conjoint, il a pas... mon conjoint, pour être totalement transparent, c'est pour ça qu'ils me font rire quand ils disent que je sais pas combien de pourcentage de foyers auront les aides. Mon conjoint touche 1 800 € net par mois. Donc, il est quand même en dessous des 2 000 €. Alors, il est pas au SMIC, mais il est pas non plus dans les foyers les plus aisés, hein. Non, on est clair. On est clair. Il gagne trop. Il ne rentre pas dans les aides. D'accord. Donc il va falloir, à minima, on vous demande de trouver, allez, à la louche, 20 000 € là pour renouveler vos deux voitures. Ouais. Et ça, vous avez 2 ans. Même pas, nous, alors, ici, c'est Lyon, c'est septembre. Voilà, moi, nous, les critères 4, c'est septembre 2023. Je pense que le président de la République va certainement visionner ce témoignage, le vôtre. Donc là, vous avez la possibilité de lui adresser un message. Ouais. Voilà, Emmanuel Macron, il est ici. Vous lui dites quoi? Monsieur Macron, on est tous conscients des problèmes écologiques. Je vais être honnête, on a un petit peu d'économie. Moi, quand j'avais une très jolie situation financière, j'étais responsable commerciale, je me suis attachée à économiser parce que je voulais un jour devenir propriétaire. Aujourd'hui, ce que j'ai pu durement mettre de côté, je vais devoir le sortir pour acheter une voiture parce qu'on m'impose. Et du coup, je ne serai jamais propriétaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas avec ce que j'ai que je vais pouvoir réépargner. Donc en fait, vous tuez nos projets et notre loyer, il a augmenté de 20 € aujourd'hui avec l'inflation. 20 € par mois. Bientôt, on va plus pouvoir payer notre loyer. Enfin, tout augmente. Enfin,
Il y a d'autres façons de faire et on n'a pas les moyens. Et arrêtez de nous dire qu'on a des aides. Parce qu'encore une fois, quand on a les moyens, quand on a le pognon pour s'acheter une voiture plus récente, plus confortable, mais bien sûr qu'on le fait. Enfin, c'est d'une logique implacable, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour le comprendre. Ces zones vont se transformer dans des zones où les classes populaires ne vont plus pouvoir rouler dans quelques mois. Et ça, les gens sont en train de se rendre compte avec l'arrivée de nouveaux panneaux qui sont en train de se mettre en place. Des véhicules relativement récents. Je rappelle que les critères 3 sont des véhicules, par exemple, diesel qui datent de 2010. Ces gens, que vont-ils faire? Ces ménages, moi je pense à ces ménages français qui ont 100, qui sont à 100 ou 200 euros près tous les mois, on leur demande aujourd'hui de changer leur véhicule. C'est impossible, ça ne tient pas la route. Moi, je gagne 1000 euros. Donc, faudrait que le président qui m'explique comment je fais pour m'acheter une autre voiture. Je fais attention à l'environnement, j'adore les animaux, je fais de la protection animale. Mais là, c'est plus d'écologie, c'est de l'écologie punitive. Donc, bientôt, Strasbourg ou toutes les villes sera plus que réservé le centre-ville à l'élite, à des gens qui ont des super revenus, et puis les petits salariés, il faut qu'ils dégagent. Qu'est-ce que vous répondez justement à ceux qui vont vous dire ouais bah écoutez c'est pas grave, tant pis il changera sa voiture, tant pis pour lui quoi. Bah donnez-moi les moyens et puis voilà. Donnez-moi les moyens de le faire. Et encore je suis même pas sûr que je le ferai parce que je suis pas persuadé que les voitures électriques ce soit vraiment la panacée. Moi ce qui m'inquiète c'est les moyens financiers, sachant qu'il y a très peu d'aides et le coût, je regardais un peu le coût d'un véhicule. Un véhicule marque Citroën, marque française, c'est 39 000, 40 000 euros l'achat d'un véhicule électrique. Et peut-être on va nous dire, attention, sachant que l'autonomie quand même est très limitée. C'est 250 km, donc c'est réel, oui. Si on va dans l'arrière-pays, s'il n'y a pas de borne électrique, je ne sais pas comment on va faire pour revenir. Le problème des aides, c'est qu'aujourd'hui, les seules aides au niveau du bonus, maintenant, c'est uniquement sur le véhicule 100% électrique. Quand on fait un bonus sur un véhicule 100% électrique, aujourd'hui on sponsorise principalement la Chine ou les États-Unis, au détriment de l'industrie européenne. Donc c'est quand même dommage pour un pays constructeur, un pays motoriste comme la France, comme d'ailleurs l'Italie ou l'Allemagne. Donc déjà ça pose un problème. Il faut avoir une maison ou un garage en souterrain pour pouvoir mettre sa voiture électrique. Ouais. Si on n'a pas de place de stationnement, ça sert à rien. Dans la rue, la voiture, comment tu fais pour la charger? Il n'y a aucune borne dans la rue de stationnement, moi j'en vois pas. Ah par contre je vois des stations essence. Et je vois que le prix de l'essence il augmente aussi. Mais il n'y a pas de borne électrique. Comment je fais? Je la branche. Alors je sors mon enrouleur, je fais passer au-dessus de ma barrière de chez moi et je charge ma voiture comme ça dans la rue. Sauf que c'est pas légal. Bah il y a un risque d'incendie. Et puis si quelqu'un tombe. Et si quelqu'un tombe et trébuche à cause du fil du câble, eh ben je pars tout de suite en procédure. Les bornes, là il n'y en a aucune, par exemple. C'est quand même une zone commerciale qui est très fréquentée, il n'y a aucune borne électrique là. Peut-être à hauteur de Leclerc là, mais c'est tout, il n'y a rien. Vers chez nous, il n'y a rien, il n'y a pas de... Donc c'est pas avec le parc actuel que ça va fonctionner quoi. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un véhicule 100% électrique. Tout le monde n'est pas électrocompatible, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une borne de recharge chez soi ou une copropriété avec une borne de recharge, donc il n'est pas électrocompatible. C'est déjà un problème. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus de ça, malgré les aides, un véhicule 100% électrique, c'est 50% plus cher qu'un véhicule thermique. Mais le problème principal, c'est que on a plus de 50% des gens qui habitent le village qui ont des voitures qui sont interdites pour la zone la ZFE de Reims. Les gens n'ont pas pris conscience, même les élus n'ont pas pris conscience de l'impact sur la population, parce que ça veut dire un impact financier non négligeable. On va se retrouver dans une situation catastrophique parce que soit ça a des gens qui vont s'endetter, mais ça n'affecte pas que les travailleurs pauvres, ça affecte également la classe moyenne. Je pense qu'il y a une crise, il y a une crise économique déjà qui est là. On ne sait pas ce qui va se passer et c'est vrai que ça va être difficile. À mon avis, il va y avoir de la réaction, je pense qu'ils vont être très surpris de la réaction parce qu'il y a des gens normaux qui ne manifestent jamais qui seront là, quoi. Les Français n'ont pas les moyens, les aides gouvernementales sont insuffisantes et nos cœurs de ville, on en parle. Je me suis rendu à Reims pour rencontrer le président d'une association de commerçants. Les commerçants, la ZFE, ils n'en veulent pas. Pour eux, c'est non. Économiquement.
Pour le savoir, je suis parti à Reims rencontrer Vincent Manzancal. C'est le président de l'association de commerçants Les Vitrines de Reims. Ouais, j'ai regardé un petit peu sur la route, j'ai vu quand même. Pour l'instant, interdit ou pas, les voitures elles roulent quand même. Et tant mieux. Et tant mieux. Que disent les commerçants que vous représentez aujourd'hui avec Vitrine? Qu'est-ce qu'ils vous disent pour leur commerce? Il y a une crainte vis-à-vis des zones à faible émission? Oui, il y a une crainte. La zone de chalandise aujourd'hui sur Reims, elle est de 70 km au pourtour, et nous savons pertinemment qu'il y aura encore une baisse d'activité dans nos magasins, dans nos boutiques, avec ce style de mesure et de loi. Tout autour de Reims, vous avez vu, c'est la campagne. C'est ça. C'est la campagne, c'est les vignes, voilà, c'est un peu le désert. Donc c'est pour ça que j'insiste sur cette grande zone de chalandise. Parce que cela dit, un désert comme ça, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique, c'est magnifique. Mais nous, je ne dois pas oublier nos amis ardennais, soissonnais, qui viennent, et même Meaux. Nous avons aujourd'hui des difficultés pour que le chaland arrive dans le cœur de ville. Et si cette loi nous est imposée, parce qu'aujourd'hui c'est une loi et c'est l'État qui impose, il y aura les centres-villes en général qui seront en perdition. On oublie qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de changer de voiture. On oublie aujourd'hui que personne n'est à l'abri demain d'être en difficulté. Les commerçants, c'est non. Et les artisans, ce qu'on appelle pour réparer une fuite, pour changer un ballon d'eau chaude, ce qu'on appelle à la rescousse quand on a besoin de réparer quelque chose chez nous, ils en pensent quoi finalement de cette ZFE? Qu'est-ce que tu réponds à tous ceux qui vont te dire, Thierry l'entrepreneur, il se débrouille quoi, il change sa voiture. Un véhicule hybride utilitaire, ça vaut 60 000 balles. Je fais comment pour investir 50 000 balles dans un utilitaire? J'ai acheté le mien quasiment neuf, il m'a coûté 29 000 euros. J'ai mis 5 ans pour le rembourser. Mais je fais comment, moi, pour les rembourser ces 54 000 balles? C'est la fin de la micro-entreprise. Ah ben, c'est la fin de la micro-entreprise. C'était quoi votre première voiture? La voiture pour se faire la main, comme on dit, celle qu'on va rayer un petit peu. C'était une voiture neuve, notre première voiture? Mais justement, les jeunes, ils en pensent quoi de cette ZFE? Ont-ils les moyens aujourd'hui d'accéder à un véhicule neuf ou électrique qui peut entrer dans ces zones à faible émission? La ZFE, pour un jeune, j'ai bien peur que ce soit la goutte de sans-plomb qui fait déborder le réservoir. La plupart des jeunes ont un budget qui tourne autour de 3, 4, 5 000 euros pour acheter un véhicule. Un véhicule qui pourrait rentrer dans la ZFE vaut au minimum 6, 7, 8 000 euros. Donc ça veut dire tout simplement qu'une grande partie des jeunes, quand ils vont arriver sur le marché du travail, qu'ils auront besoin d'un véhicule parce que, bien évidemment, ils n'auront pas nécessairement des transports en commun leur permettant d'aller à leur boulot. Et puis beaucoup d'employeurs demandent systématiquement, lorsqu'ils veulent employer quelqu'un, s'il a son permis de conduire, s'il peut se déplacer, s'il a une voiture. Tous ces jeunes-là vont être exclus quelque part de la société. Ils n'auront plus la possibilité de se déplacer normalement parce qu'ils n'auront pas les moyens d'acquérir un véhicule. Ceux qui sont très au fait, ce sont toutes les auto-écoles. On aurait pu peut-être poser la question aux auto-écoles pour savoir un peu quelle était la population des jeunes qui venaient passer leur permis de conduire. Ça aurait évité quelques conneries. Je me suis rendu dans une auto-école au sud de Montpellier pour aller comprendre quels étaient les freins des jeunes à cette zone à faible émission. Est-ce que cette zone a déjà des conséquences aujourd'hui sur ceux qui vont passer leur permis de conduire demain? Le profil, c'est entre 16 et 20 ans. Ceux qui passent pour la conduite accompagnée, ceux qui vont directement acheter une voiture ont entre du 18 et 20 ans. Un budget autour de 5 000 euros, grand max, pour une première voiture. On sait qu'on va peut-être un petit peu abîmer, qu'on prend en général, la première, elle n'est jamais trop jolie, l'expérience, voilà, c'est la seconde. Elle va frotter un petit peu. C'est possible. On a tous frotté une fois. Voilà. Si le jeune
doit se débrouiller un petit peu tout seul, en règle générale, on est plus autour des 3 000 euros. On va être dans des budgets qui dépassent les 5 000 euros si on a les parents pour aider. Sinon, non. Franchement, c'est voilà, c'est pas du tout la moyenne d'une voiture à plus de 10 000 euros chez un jeune. Enfin, j'en ai jamais vu, quoi. Est-ce qu'il y a des jeunes qui en parlent déjà dans la voiture pendant les leçons, qui se posent la question, qui s'interrogent, qui vous demandent qu'est-ce que je vais devoir acheter pour pouvoir rouler? Complètement, complètement. Ils s'inquiètent beaucoup parce que il y en a même du coup qui sont prêts presque à acheter des voitures qui sont pas forcément sécuritaires. C'est un peu l'effet pervers. Parce que du coup, ils se disent, oh là là, je vais la garder que 1 an ou 2. Déjà, dans 2 ans, je pourrais même plus rouler avec. Donc, autant acheter un truc vraiment pas cher. Et du coup, en termes de sécurité, on est vraiment dans le minimum du minimum. Ça fait un peu peur. J'y avais pas pensé à ça. Voilà. Et ils savent qu'après, dans 2 ans, là, ils achèteront vraiment la bonne voiture. Sachant quand même que c'est le même moment où vous pouvez aussi faire un crédit étudiant, mais pour vos études. Pas pour une voiture. J'ai été marqué aussi par le témoignage d'une jeune fille que je suis depuis longtemps, qui est une jeune étudiante. Son papy lui a offert une voiture pour son anniversaire. 3 mois après, sa voiture, elle rentre plus nulle part. Parce qu'elle est critère 5 dans les ZFE, donc elle a une voiture, elle peut plus aller, elle est apprentie coiffeuse, elle peut plus aller travailler. Mes filles, elles ont 10 et 12 ans. Ça, je connais bien. Un jour, elles voudront passer le permis, sans doute pour avoir un boulot, c'est nécessaire. C'était quoi votre première voiture? Ah oui, moi c'était une Twingo. Elle était neuve? Petite Twingo 1,2 litre, non, d'accord. d'occasion. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos enfants, s'ils veulent avoir accès à une voiture au moment où ils auront le permis, ils ne pourront pas. Bah, il va falloir que papa et maman ils assurent bien derrière. Hein. Juste pour la voiture, tu vois. Bon, enfin. Mais oui, c'est exactement ce que je disais à un jeune collègue là, qui habite en ville, là, qui est en train de passer son permis. Mais tu vas te payer quoi en fait? Et alors, il disait quoi? Ah bah il n'avait pas bien réalisé en fait. Les jeunes, donc, plus de voiture. Comme ça, c'est réglé. Et puis, vous l'entendez, cette petite musique? La voiture, c'est pas bien. La voiture, ça pollue. C'est mauvais pour la planète. Oui, mais le problème, c'est qu'on a 40 millions d'automobilistes qui ont un besoin essentiel de leur voiture. Pour travailler, pas le choix. Pour aller faire nos courses, pas le choix. Pour nos rendez-vous médicaux, pas le choix. Dans nos vies, qu'on habite à Strasbourg, à Paris, à Montpellier, à Rouen, la voiture s'inscrit dans nos vies, en lettres capitales. Alors là, il n'y a pas d'habitation ni à droite ni à gauche ici. On a du mal à imaginer. Là, on est dans la ZFE. Tout à fait. La zone de la ZFE est considérable. J'ai 33 communes. C'est très très nord de Strasbourg, au très très sud. Vous repartez à l'est et vous partez à l'ouest. C'est plusieurs centaines de milliers d'usagers qui vont être concernés, très clairement. L'urbain, c'est une chose. Le périurbain, il n'y a pas les transports en commun systématisés, il n'y a pas la possibilité de prendre son vélo dans les meilleures conditions. Là, par contre, l'application va poser un souci, je dirais, discriminant. On n'aura pas tous la même capacité à s'adapter à la ZFE, faut être très clair, quoi. En fait, celle-ci, pour résumer, c'est pas une voiture qui va faire 20 000 km par an. Elle sort jamais du département. C'est la petite voiture du quotidien. C'est la voiture du quotidien pour aller faire les courses, pour aller au travail, pour aller sur Montpellier voir un match, pour aller voir un musée, pour aller. C'est une voiture qui sert uniquement à faire des petits trajets. Et nous, on les utilise au quotidien. Pour mon conjoint notamment pour aller travailler, puisque à 5 h du mat, il n'y a pas de bus. Il n'a pas le choix. Ah donc il n'a pas le choix. Moi ce qui se passe c'est que j'ai une maladie invalidante qui se voit pas forcément comme ça à mon physique, donc on voit pas toutes les maladies. Et pour moi, aujourd'hui, faire plus d'1 kilomètre à pied, c'est extrêmement compliqué. Prendre les transports en commun, c'est vraiment pas quelque chose de simple pour moi. Donc moi, aujourd'hui, j'ai besoin de pouvoir me déplacer en voiture. Okay. Ne serait-ce que pour aller déjà à mes rendez-vous médicaux. Voilà, aujourd'hui, moi, pour faire mes courses, j'ai besoin de ma voiture. Je peux pas porter, je peux même pas aller au supermarché à pied. La vie, quoi. La vie. Parce qu'on rentre pas tous dans les cases, en fait. Il y a des administrés là de Villerac qui vont travailler tous les jours à Montpellier, que ce soit dans les entreprises ou dans les centres hospitaliers. Il y a beaucoup de personnes extérieures à la ville de Montpellier qui travaillent dans les hôpitaux et qui sont obligés de se déplacer en voiture. Je dis bien en voiture parce que
aller travailler le matin à 6 heures à vélo, mais c'est dangereux, ça prend beaucoup de temps. Alors certains peuvent le faire, ceux qui habitent à proximité de la ville peuvent le faire. On n'a pas d'autre alternative. Le problème, c'est que on nous impose, on va nous imposer quelque chose, mais on n'a rien à proposer en contrepartie. Moi, je travaille placé, c'est-à-dire que ça peut m'arriver de commencer à 6 heures du mat, de finir à 3 heures du mat. D'accord. Donc déjà, le transport en commun, bon, un peu compliqué. Et si je prends le transport en commun quand il y en a, j'en ai pour minimum 3 quarts d'heure. Et en voiture? 12 minutes. Il n'y a pas photo. Ah bah, 1h30 aller-retour ou 24 minutes, c'est ça? c'est ça. Oui, bon, bah, on a tous choisi. On te dit du jour au lendemain, bah tu peux plus utiliser ta bagnole, tu peux plus faire ci, tu peux plus faire ça. Et puis tu as besoin de ta bagnole pour aller bosser, tu fais comment? Comme tu disais tout à l'heure, vous vous débrouillez. Mais personne ne peut expliquer à nos concitoyens qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, qui ont des horaires fractionnés, qui ont des enfants à récupérer au centre de loisirs ou à l'école, qui vont pouvoir tout faire à vélo ou en bus. C'est pas vrai. On doit tous, dans nos pratiques, se poser à chaque fois qu'on se déplace la question de quel mode de transport on privilégie et pourquoi on le privilégie. Moi, je suis un flexi véhicule. Je fais des fois de la voiture, des fois du vélo, des fois des pieds, des fois du transport en commun, mais je le choisis. Ça m'a marqué un matin sur France Bleu Normandie, une habitante très bénévolente interpellait le président de la métropole et lui disait exactement ce que vous venez de dire. J'habite Sotteville, c'est une grande ville, Sotteville, 30 000 habitants. On a un tramway, moi je sais aller au boulot en tramway, mais il faut bien que j'aille au tramway. Et le tramway, il est à plusieurs kilomètres de chez moi parce que la ville est grande. Comment je vais au tramway? Ma voiture ne passe pas, c'est une critère 4, elle passe pas. Aucune solution. Faites du vélo, d'accord, mais tout le monde n'a pas la capacité de faire du vélo et il y a des moments où la température ou le climat ou la pluviométrie vous permettent pas de faire de vélo. Quand vous n'avez pas le choix, on peut vous taper sur la tête, vous n'avez pas le choix. Donc qu'est-ce qu'on veut? Que ces gens-là, ils fassent une fronde, une jacquerie, ou qu'ils arrêtent de travailler, qu'ils se déplacent plus, qu'ils s'occupent... Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Pour certaines communes, aller et se déplacer en voiture, aller et se déplacer à son travail nécessite la voiture. Emmener ses enfants au collège nécessite la voiture. C'est peut-être des éléments qu'on n'a peut-être pas pris en considération au moment de la loi. C'est pour ça que les élus locaux, quand ils mettent en place la ZFE et le périmètre géographique de celle-ci, ils doivent prendre en compte ces dimensions-là et de se dire c'est quoi la zone de pertinence exactement pour mettre en place les ZFE. C'est pas parce que les agglomérations sont concernées que toutes les communes de l'agglomération doivent avoir l'interdiction et la ZFE. Dans un territoire où il n'y aurait pas de solution que la voiture individuelle, on ne peut pas avoir les mêmes logiques d'interdiction que dans le cœur d'une métropole où, par définition, on est censé avoir un réseau de transport en commun, des aires de covoiturage, des aires aussi de parking relais plus importantes qu'en milieu rural. Donc ça, c'est sûr que c'est évident. Je suis aidant pour mes parents. Donc même la nuit, s'il y a une urgence, ma maman, elle m'appelle, ils habitent pas trop loin. Mais je vais pas traverser tout le secteur pour aller à l'esplanade, même qu'il soit pas trop loin, la nuit noire. Enfin, j'ai besoin de la voiture pour leur chercher les médicaments, ou des choses lourdes qui sont à trimballer. Vous allez pas prendre les transports en commun. Genre chaise, fauteuil roulant que j'ai cherché il y a pas très longtemps. Quand vous faites vos courses, Alors les courses c'est pareil, je fais les courses pour mes parents, puisque je suis aidant, pour moi et mes parents. Donc vous imaginez, si je prends mon petit sachet juste de petites courses, prendre le tram, d'abord je passe chez mes parents, je dépose leurs courses, ensuite je rentre chez moi, enfin c'est pas possible quoi. Donc déjà je vais en grande surface, et quand je fais les courses, donc je fais des grandes courses. Alors la grande surface, vous allez où? À Illkirch. Plutôt grande surface sud, ouais, d'accord. Ouais, voilà. Qui est dans la zone à faible émission, hein. Oui, je sais. Et les maires d'Illkirch, d'ailleurs, avaient fait un référendum. Il a fait un référendum auprès de ses habitants qui sont tout à fait opposés, oui. Mais bon. On a le même problème à Vendenheim. Je suis allé sur Vendenheim. Et je crois qu'il y a aussi Holzheim. Exactement. Ouais. Une cinquantaine de métropoles touchées. Toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants, bientôt il faudra un copilote assis à côté de nous pour nous dire où on a le droit de rouler et dans quelle ville on ne le peut pas. Mais parfois, le seul moyen, ce sera de contourner. Donc plus de kilomètres, plus de temps, plus de bouchons, plus de pollution. Alors, en plus, je viens de lire un article avant de vous rencontrer qui disait en mettant en place ces zones, il y a des parcours que les gens pourraient faire, mais pour pouvoir atteindre d'un village à un autre village, ils seraient obligés de... Non, mais c'est de la folie, c'est de la folie, quoi. Je dis, on pense pas non plus aux gens qui doivent aller bosser. Alors là, c'est une catastrophe. Alors je sais que tu as aussi une deuxième voiture. Oui. Celle-ci, pas de chance. Critère 3.
Voilà, et donc elle aussi, elle pourra plus rentrer en ville. Et ça, c'est la voiture familiale par contre. C'est la voiture familiale qui me sert pour les grands déplacements, pour pouvoir rouler, pour aller voir la famille, pour aller sur Bordeaux, sur Clermont-Ferrand, sur Marseille. Ah, Clermont-Ferrand. Ça coince là. Eh oui, ça va coincer. Parce que Clermont-Ferrand, c'est l'autoroute A75. C'est ça. Et que l'autoroute A75, elle est touchée par la ZFE. Exactement. C'est vachement écologique en plus. Donc, au lieu de continuer tout droit sur mon autoroute à rouler tranquillement, puisque mes voitures sont entretenues et elles fonctionnent parfaitement, ben on va me faire un contour, un détournement pour contourner une ville, pour consommer plus, pour faire des kilomètres en plus. Voilà, c'est toujours pareil. Qui paye tout ça? Le gasoil en plus, les kilomètres en plus, le temps perdu? Ou alors les gens vont essayer de détourner l'axe principal, c'est-à-dire l'autoroute qui traverse Reims, qui est concernée, et à mon avis anormalement, parce que c'est ça qu'il faudrait que retirer de la ZFE, ça me paraît une évidence. Vous m'avez dit, moi j'ai des habitants maintenant de ma ville, ils vont me bosser la trouille au ventre. Oui, voilà, c'est ça. Ils vont la trouille au ventre. Alors apparemment, il n'y a pas les verbalisations pour l'instant, mais ça va venir, puisque je pense qu'il y a des poteaux qui ont été installés bien au départ. Ça doit être des caméras de verbalisation. Radar 2024. Ça veut dire que les gens, ils vont passer une première fois, ils vont être verbalisés, une deuxième fois verbalisés, c'est-à-dire que tous les jours, ils vont être verbalisés 2 fois. Minimum. Voilà. Parce qu'en fait, si vous passez, l'infraction en France, comment ça fonctionne? Si vous passez devant un poteau radar, ça vaut pour une infraction. Donc s'il y a 4 radars sur votre trajet, ça fera 4 fois 68 € aller, 4 fois 68 retour. C'est ça, c'était bien ça. Ça paraît fou. Oui, c'est fou. Donc alors, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont être verbalisés comme ça? Ils vont prendre les petites rues et ils vont polluer plus. Et les rues vont pas, les petites rues, les petites routes de campagne qui sont pas faites pour une circulation intense. Et en plus, ils vont mettre 3 quarts d'heure de plus pour aller travailler. Parce que ici, la plupart des gens, ils travaillent dans les zones industrielles farman, les zones artisanales farman. Donc ils ont besoin de l'autoroute pour traverser, parce que en temps normal, d'ici, ils mettent une demi-heure pour aller à Farman. Voilà. Pour aller travailler. Là, s'ils sont obligés de passer par les petites routes, ils vont mettre 1h30 avec les bouchons, avec ça, et ils vont polluer plus. Alors vous, comment ça va impacter votre quotidien, très concrètement? Eh ben moi, écoutez, je travaille de l'autre côté de la ville, donc c'est pas très loin à vol d'oiseau. Hein. On est à 6 km, 6-7 km. Et par contre, j'ai besoin de traverser la ville. Et donc, la ZFE, outre le centre-ville, il y a aussi la traversée urbaine. Et là, en fait, je la prends absolument tous les jours. Malheureusement, en fait, la contournante nord, elle est incomplète et elle me rallonge, elle me multiplie par 2 mon temps de trajet. Et la contournante sud, écoutez, elle est payante. Et c'est une autoroute, elle est payante et c'est un peu dur à avaler. Sur le périmètre, il y a des critiques et il y a aussi des sujets qui me paraissent intéressants qu'on a vus dans notre territoire et qui seraient peut-être bons dans d'autres territoires. Par exemple, on a exclu de la ZFE certains axes routiers qui sont des axes routiers où les gens ne font que passer sans s'arrêter. Je pense que sur une autoroute qui passe à Rouen en cœur de centre-ville, on ne peut pas interdire les mêmes critères que dans une rue qui est en plein centre-ville. Je pense que là-dessus, il faut faire preuve de mesure et de bon sens. À Reims, l'autoroute A4 est concernée, ça paraît fou. Typiquement, ça paraît être des choses qui ne me paraissent pas pertinentes parce que ça occasionne des conséquences qui ne sont pas vraiment... pragmatique. Voilà, c'est applicable. Quelqu'un qui ne fait que passer par l'autoroute A4 sans avoir la volonté de s'arrêter à Reims, c'est pas normal qu'il ne puisse pas le faire, et sachant qu'il ne va de toute façon pas connaître la réglementation pour la ville de Reims, puisqu'il n'est pas habitant du territoire. Alors en 2025, on ne pourra plus rouler dans 2 ans. Alors on fait quoi le 1er janvier? Bonne année, bonne santé, interdit de rouler? Tiens, au fait, la santé, on en parle un petit peu? Dès qu'on a besoin d'un spécialiste, les spécialistes sont toujours concentrés dans les métropoles. Prenez l'exemple des gens qui sont suivis pour des traitements de cancer. On ne trouvera pas ça dans les campagnes. Ça sera nécessairement dans les centres-villes et dans les grandes métropoles. On a déjà aujourd'hui un vrai problème avec les soins par un manque crucial de médecins, par un manque d'infirmières, par des hôpitaux qui sont surchargés. Mais en plus de ça, on va générer un problème supplémentaire
en contraignant les gens qui ne pourront plus se déplacer, qui ne pourront plus aller suivre les soins qu'ils suivaient auparavant. Je suis en panique, je me dis comment on va faire? Comment mon conjoint va aller bosser? Moi, comment je vais aller à mes rendez-vous médicaux? Comment on va plus pouvoir voir la famille, les amis, plus personne. Enfin, on va être seuls comme des cons chez nous. Je sais même pas en fait comment vous faire ressentir que c'est trop. Il faut stopper tout ça. Il faut stopper tout ça. Je suis un être humain. Comme lui, comme vous, Monsieur le Président, vous êtes un être humain. Vous êtes libre là de choisir vos méthodes de déplacement. Nous, on nous enlève cette liberté-là en fait. Comme si on n'était rien. J'ai fait un infarctus en fin 2012, donc qui a été occasionné par une conjoncture de plusieurs événements, dont le stress. Et donc tout stress m'est interdit. J'ai un handicap plutôt de la maison, donc qui connaît les handicaps. J'ai l'invalidité par rapport à la CPAM, mais je n'ai pas droit à la carte mobilité inclusion par le fait que je peux me déplacer plus de 150 mètres à pied. Si ces zones à faible émission sont confirmées au 1er janvier 2025 en France. 25, ça veut dire que je ne pourrai plus donc je ne pourrai plus me rendre dans Grenoble, déjà, c'est sûr. Donc je ne peux plus ramener mes enfants, je ne peux plus aller dans mon lieu de travail en voiture. Je ne peux plus faire entretenir mon véhicule. Donc je ne pourrai plus me rendre chez ma maman puisque mon véhicule ne pourra plus être entretenu. Effectivement, il y a cette inquiétude quand même d'accéder aux soins, d'accéder aux rendez-vous médicaux, d'accéder à plein de services qui disparaissent de nos communes vers les métropoles et ces métropoles qui ne seront plus accessibles à une partie de la population. C'est impensable actuellement d'habiter un petit village aux alentours de Frontignan et de ne pas avoir un véhicule. C'est pas possible pour aller voir la famille, pour aller faire les courses, pour aller travailler. Et comment vont faire aussi, la question que je me suis posée, comment vont faire les gens qui sont suivis pour un cancer et qui n'ont pas, qui vont à l'hôpital civil au centre-ville de Strasbourg, comment ils vont faire pour venir s'ils n'ont pas les moyens de changer de véhicule? Quid des gens qui ont besoin d'aller à la clinique, aller à l'hôpital, aller consulter un spécialiste, un ophtalmologue, les gens qui vivent à la campagne, comment ils font ces gens-là? Toutes nos cliniques, tous nos hôpitaux sont sur la ZFE. Comment on fait pour aller se faire soigner avec une voiture qui n'est pas aux normes? Comment font les véhicules sanitaires pas aux normes? Comment font les utilitaires pas aux normes? On vous en parle dans la ville? Oui, on m'en parle, des gens qui sont inquiets, notamment les gens âgés qui doivent prendre des rendez-vous médicaux sur la zone rouennaise. Ils sont inquiets, ils savent bien qu'ils ont des véhicules qui sont certains éligibles, d'autres pas éligibles. Souvent dans les familles, vous avez un vieux véhicule qui n'est pas éligible. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que j'achète comme voiture? J'achète un diesel. Aujourd'hui, je vais rapidement plus pouvoir entrer dans les métropoles ou dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants avant fin 2025. J'achète un essence. Je risque de consommer plus. Et de toute façon, je vais avoir une vignette qui, un jour ou l'autre, ne pourra plus rentrer non plus dans les zones de faible émission. Ou j'achète un véhicule 100% électrique, mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas les infrastructures chez moi, donc j'ai pas la possibilité d'avoir une borne de recharge chez moi, donc je ne suis pas électrocompatible. Donc, où je recharge ma borne, ma voiture électrique dans une borne de recharge publique, qui risque de me coûter plus cher, et c'est pas pratique. Donc, en fait, on arrive à un statu quo aujourd'hui à cause de ces zones de faible émission et ce système de vignettes critères où les gens, finalement, ça se fait l'effet inverse, c'est-à-dire que les gens n'osent plus changer de voiture parce qu'ils ne savent plus quoi acheter comme voiture. Le parc devrait se rajeunir. C'est exactement l'inverse qui est en train de se passer, c'est que le parc est en train de vieillir. Donc, on voit très bien que le système ne fonctionne pas parce qu'il fait l'inverse de l'objectif, c'est-à-dire un vieillissement du parc roulant. Alors on fait quoi au 1er janvier 2025 si on ne peut plus rouler? On s'arrête? On pile juste avant le panneau? Ben non, on continue parce qu'on n'aura pas le choix. On va essayer de comprendre le côté ubuesque. Vous êtes en plein cœur de ville, pas trop loin de la cathédrale d'ailleurs de Reims. Hein. Exactement, oui. Voilà, donc vous avez un parking pour votre voiture. Voilà, oui. Centre-ville, c'est un petit peu obligatoire. Mais malheureusement, cette voiture, elle peut plus sortir du parking. Bah, c'est-à-dire que exactement. Là, je ne sais pas comment je vais faire puisque je suis vraiment très en colère d'ailleurs. Non, après, mon conjoint ira tous les jours travailler pour payer les amendes qu'il déclenchera en allant travailler. Avec sa voiture, qui sera hors la loi.
Ou alors, dès qu'on sort, on va être dans la peur panique à observer, là, est-ce qu'il y a un barrage, un portique, un flic ou quoi que ce soit ou... Parce que pour l'instant, Thierry, vous roulez en infraction du coup. Oui, nous sommes dans cette période de tolérance qui va durer quelques mois, mais je pense qu'au mois de mars, nous allons être verbalisés, puis qu'ensuite il y aura des systèmes automatiques de détection de la plaque d'immatriculation, et puis nous allons recevoir à domicile des amendes. Face aux panneaux de zone à faible émission, on fera quoi? On continue et on est verbalisé? On s'arrête sur le bas-côté? On pile? Mieux, on fait demi-tour sur autoroute? C'est l'accident garanti. Je vous propose de partir avec moi pour voir quelques situations totalement incohérentes. Vous allez voir, c'est complètement fou. Le maire des villes vous parlera de la route de Dieppe. Quand vous êtes arrivé, que vous roulez sur la route et que le panneau ZFE arrive, vous n'avez même pas le droit de faire demi-tour. Donc ça n'a aucun sens techniquement. Ça n'a aucun sens techniquement. Parce que vous êtes coincé entre deux villes. On est tout près de Rouen et il dit, si je ne mets pas des villes, il dit, je peux pas mettre Bonneville et sans des villes et Bonneville, finalement, j'ai pas suffisamment d'habitants pour mettre dans la ZFE. Le périmètre est complètement délirant. Je vais vous montrer, parce que c'est pour ça que je voulais que vous veniez, parce que je vais vous montrer sur place comment c'est délirant. L'installation des panneaux conduit dans beaucoup d'endroits à ce que le panneau oblige le véhicule à s'arrêter sur la route ou à faire demi-tour, ce qui est interdit. Le summum étant le panneau qui est à l'entrée de Rouen, sur le viaduc, sur l'autoroute, où là, il n'y a même pas possibilité de faire demi-tour. On y va? On y va. Alors là, donc, on est dans Canteleu. Là, on va rentrer dans des villes. Donc, panneaux ZFE. Donc là, vous allez sur Maromme. Donc bientôt, vous allez être sur une commune qui n'est plus ZFE. Donc ici, vous êtes fan zone et ici, vous êtes dans la zone. Donc un véhicule qui arrive là, qu'est-ce qu'il fait? Et ça, c'est une route circulante qui est compliquée. Oui, on ne peut pas faire demi-tour ici, monsieur. Là, on ne peut pas faire demi-tour, c'est impossible. Là, le demi-tour est impossible à la fois techniquement et réglementairement. Qu'est-ce qu'on fait? On continue. On n'a pas d'autre choix. Donc, si on continue pas et on fait une infraction, on a un risque, je veux dire, au niveau de la sécurité routière, ou alors effectivement, où on s'arrête. Mais il n'y a pas de solution. Ce type d'incohérence, monsieur le maire, on les retrouve que sur des villes où vous en avez constaté dans d'autres? Non, j'en ai constaté. Par exemple, quand on vient de Saint-Jacques-sur-Darnétal, complètement à l'ouest de la métropole, on descend une route départementale qui avec une ligne continue. Et évidemment, il y a un moment où on rentre dans la ZFE et on n'a pas de solution. Donc cette route est très dangereuse, elle sort de l'autoroute. Le matin, il y a énormément de circulation. Alors on est où, monsieur le maire, là? Là, on est sur l'autoroute qui va arriver sur Rouen, qui va arriver sur le pont Flaubert. On arrive de Barentin, donc on est sur une autoroute tout à fait classique. Et on va arriver sur un viaduc. Et à un moment, vous allez voir sur le viaduc un panneau ZFE. Voilà, vous le voyez là. On rentre, ça y est, nous sommes dans la ZFE. Alors là, monsieur le maire, que peut faire l'automobiliste une fois qu'il est bloqué? Je ne sais pas si... Il ne peut que continuer. Il ne peut pas faire autre chose. Il ne peut que continuer. Et là, il peut être... Il y a souvent des gendarmes ou de la police au bas de l'autoroute. Il peut être verbalisé. Je crois qu'il y a là aussi une voie peut-être judiciaire qu'il faudra exploiter, puisque quand on se rend compte, on a fait le chemin où le maire de Desvilles nous a montré qu'en arrivant sur l'autoroute, c'est-à-dire qu'on a la capacité de s'arrêter, on est face à un panneau de ZFE, qu'est-ce que les gens font? Forcément, ils ne respecteront pas la loi et donc rentreront dans cette ZFE avec des véhicules qui n'ont pas le droit d'y rentrer. Et là aussi, quelle est la solution? Est-ce que la personne s'arrête en plein milieu de l'autoroute? Non, ce n'est pas possible. Donc la loi n'est pas applicable. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'en fait, on arrivait par la nationale, oui. Et d'un seul coup, il y a le panneau ZFE, ouais. Mais on peut rien faire. Voilà, on peut rien faire. C'est ça. Il faut piler. C'est dangereux. C'est dangereux, oui. C'est une aberration totale. Donc je pense que pour l'instant, les gens, ils enfreignent la loi, ils passent. Il n'y a pas le choix. Oui, il n'y a pas le choix. Faut s'arrêter, attends. Faut s'arrêter, attends, faut savoir. Faut que tout le monde sache. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas grenoblois. Exactement.
Mais c'est comme toutes les villes, ça va être le problème dans toutes les villes, quoi. C'est qu'il va falloir savoir qui est autorisé de circuler et quand. Il va falloir avoir de la mémoire Ça quand va on traverse la France. Sur cette image du Dauphiné libéré, bah, ça paraît étonnant parce que je l'ai regardé et je comprends pas en fait. Qu'est-ce qui se passe? On est où là sur cette photo? Là, tu parles du pont de Catane, c'est-à-dire en fait c'est la sortie de Grenoble qui nous emmène en fait vers les directions de Lyon, voire de Chambéry, etc. Sur la 480. C'est-à-dire en fait ça fait partie des axes les plus passants de Grenoble. Et alors qu'est-ce qui se passe? Parce que là on nous dit grosso modo dans 300 mètres, sauf si vous êtes critère 1, 2 ou électrique, vous pouvez plus rouler. Les panneaux sont toujours placés à des endroits où en règle générale on peut pas faire demi-tour. Bah alors parce que quand on arrive, on s'arrête et on attend. On est sorti de l'autoroute et on va arriver véritablement sur un point d'incohérence. Il y a la signalisation et la mise en œuvre de la ZFE. Je fais attention à ce que je fais. Où véritablement il y a un endroit de dangerosité. Le panneau s'impose à moi. Je suis en sortie d'autoroute. Je n'ai d'autre choix. J'ai pas de choix au final. Je viens de me mettre en situation de danger, je vais être sur la voie d'arrêt d'urgence. Je fais comment au demi-tour? Je vais franchir une ligne blanche avec un terre-plein matérialisé. Mais comment je fais concrètement? Une marche arrière? Bref, je me trouve piégé, j'ai pas de solution. Je fais quoi? Je fais quoi concrètement? Aujourd'hui, une seule personne en France a les moyens d'arrêter la machine, de mettre un caillou dans cette machine, dans cette bombe à retardement, pour qu'elle n'explose pas, pour désamorcer cette bombe à retardement social. C'est vous, Monsieur le Président de la République. Si vous aviez un message à adresser au Président de la République, parce qu'il va le regarder, je peux vous dire qu'il va regarder ce reportage. Qu'il le regarde. Moi, je voudrais lui dire deux choses. Qu'il respecte d'abord l'humain, parce que conduire, rouler en voiture, c'est aussi se déplacer, c'est une partie humaine de la chose. Vous avez pu voir, écouter les témoignages des Français, les témoignages des exclus, de ceux à qui vous demandez quelque chose qu'il n'est pas envisageable de faire. Renouveler un véhicule, mettre les économies de toute une vie juste pour changer une voiture quand la nôtre fonctionne très bien. Désamorcer cette bombe sociale. Avant de pondre des lois de cette manière, il faudrait peut-être se mettre à la place des gens qui vont la vivre au quotidien. Qui vérifie bien que ce qu'il fait est de bonne loi. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit de bonne loi. Que ce soit le président de la République, les ministres ou les sénateurs et tout ça, je pense qu'ils ne sont pas du tout dans ce monde-là en fait. Ils savent pas se mettre à la portée des gens, ils savent pas se mettre dans le vécu des gens, ils savent pas écouter en fait. Ils font leurs choses, ils font comme eux ils ont envie de faire, comme eux ils ont décidé de faire, et puis c'est tout, ils n'écoutent pas les gens. Et puis j'ai eu cette maladie. Et aujourd'hui, je retourne à un niveau de vie pas évident. Mais on se bat. On se bat tous les jours. Et quand il y a des réformes comme ça, qui vous font sentir en fait comme rien. Comme un petit pion. Un petit pion dans un échiquier. Mais non, mais toi, mais c'est pas grave, on s'en fout de toi, de ta situation, etc. Démerde-toi, une fois de plus, démerde-toi. Une fois de plus, trouve des solutions, débrouille-toi, bats-toi, mais en fait, à un moment donné, c'est dur de se battre tout le temps. Et c'est tellement injuste. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, on n'attend qu'une seule chose de vous, désamorcer cette bombe à retardement social, désamorcer cette bombe à 3 lettres, cette ZFE. Vous dites que vous aimez la bagnole? On vous demande même pas ça. On vous demande simplement de respecter ceux qui les conduisent. Moi, je suis dans une circonscription où la précarité est particulièrement importante. C'est un affront social. L'application de la ZFE, c'est pas un problème d'étiquette politique. Là, actuellement, tout le monde est conscient que c'est très très compliqué de l'appliquer en l'état. Personne veut de la pollution, tout le monde essaie de lutter contre, mais on ne luttera pas contre en mettant 30, 40, 50% de la population contre le principe de la sobriété énergétique et de la meilleure consommation d'énergie fossile.
faut qu'on en sorte par le haut. Le fait est que dans la métropole de Rouen, quasiment tous les groupes politiques, à part le groupe du président de la métropole, sont contre la mise en place de la ZFE telle qu'elle est travaillée à l'échelle locale. J'ai été longtemps Parti socialiste, mais quand je vois que certains des cadres éminents du Parti socialiste poussent une mesure aussi antisociale, je me demande s'ils ont oublié de qui sont les gens pour lesquels ils travaillent. Il faut absolument gagner parce qu'on va vraiment être dans la mouise.